Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Bonjour Dr. Lelien. Euh, je suis très heureux d'être parmi vous en Montérégie aujourd'hui. J'ai amorcé la semaine dernière une tournée des différentes régions du Québec pour rencontrer et remercier les équipes qui ont travaillé très fort au cours des derniers mois, notamment les équipes des centres hospitaliers et des CHSLD, mais particulièrement les équipes de santé publique qui, vous savez, travaillent dans l'ombre et qui, par leurs interventions, ont probablement sauvé plusieurs vies et évité des cas, parce que c'est ça le travail de santé publique, c'est un travail de prévention, d'investigation de cas et de contacts. Vous savez qu'on a vécu ce printemps une crise sans précédent au Québec, au Canada et partout dans le monde. Certaines régions et certains milieux, particulièrement les milieux de vie pour aînés, ont malheureusement été plus touchés que d'autres. On se souvient de ce drame de gens qui sont décédés dans ces milieux-là et je pense que ça démontre aussi jusqu'à quel point ce nouveau virus a des impacts importants et que certaines de ses caractéristiques n'étaient pas connues au tout début de la pandémie, mais notamment le fait que les gens puissent être asymptomatiques et transmettre la maladie. Ce virus inconnu a frappé très fort donc certains milieux, alors qu'on découvrait jour après jour, comme je l'ai dit, des connaissances sur l'épidémiologie de ce nouvel agent. On a maintenant un peu plus de recul sur ce qui s'est passé, ce qui a bien fonctionné et aussi, bien sûr, ce qui pourrait être amélioré comme tel. Actuellement, je tiens à vous le dire, on est dans une période qui est charnière dans notre lutte contre la COVID-19. Les différents indicateurs que nous suivons, comme par exemple le nombre de cas, le nombre de gens hospitalisés, le nombre de décès, poursuivent leur baisse, mais nous surveillons de très près la situation. C'est-à-dire que oui, ça va mieux. Oui, on est allé déconfinement graduel à cause que ça allait mieux. Mais par contre, le virus est encore présent, même s'il ne s'exprime pas, d'où l'importance d'être excessivement vigilant en santé publique par rapport à ce qui se passe dans les différents milieux, les différentes éclosions, mais aussi est-ce que la population peut suivre les consignes. Il s'agit, bien entendu, d'une bonne nouvelle. Mais je veux le répéter, cela ne signifie pas que nous devons baisser notre garde. Bien au contraire, je pense que on le voit dans certains pays, le virus s'est remis à circuler. On voit l'activité très intense aux États-Unis, par exemple, qui sont à bord de nos frontières. Et dans une des conditions de l'OMS pour le déconfinement, c'est bien sûr d'éviter la réintroduction du virus par les frontières, à travers les voyageurs. Donc, on va devoir rester tous vigilants et aussi tous respecter les consignes. Et quand je dis ça, là, je m'adresse à la fois aux employeurs, aux gens qui sont dans les différents milieux, mais aussi à la population. Si tout le monde met du sien, on va avoir meilleure chance, à mon avis, de le faire. On doit tous apprendre à vivre avec le virus, du moins pour un certain temps encore. On doit tous être déconfinés, mais de façon conditionnelle, c'est-à-dire en respectant, et je répète encore, c'est que je vais le répéter, le répéter, le répéter, je vais le répéter tant aussi longtemps que je ne le verrai pas impliqué au Québec, c'est-à-dire une distanciation de 2 mètres comme telle, respecter les consignes qui ont été données dans les entreprises pour nos travailleurs, pour la clientèle, se laver les mains de façon fréquente et on le dit maintenant, porter le couvre-visage quand vous sortez, quand vous allez avoir des situations où vous allez être en bas d'un mètre. On a souvent évoqué une éventuelle deuxième vague, sans savoir précisément quand est-ce qu'elle va avoir lieu ou sous quelle forme. Nous avons la responsabilité de nous préparer, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore tout à fait sorti de cette première vague, qu'on est déjà en travaux actifs depuis quelques semaines à préparer la deuxième. Nous connaissons mieux les caractéristiques épidémiologiques du virus, comment il se propage et qui sont les plus touchés pour la maladie. On va surveiller aussi tout ce qui se fait au point de vue international, toute nouvelle potentielle mutation qui pourrait changer certaines caractéristiques du virus. On surveille ça de très près. Lorsque le virus est arrivé au Québec, comme ailleurs dans le monde, il nous était presque inconnu. Et comme pour le reste du monde, on a appris à faire des choses un peu. On avait des plans, on avait des façons d'intervenir, mais il a fallu ajuster ça au fur et à mesure. On sait maintenant, par exemple, que les enfants sont de faibles transmetteurs de virus. On sait aussi que les enfants sont moins malades. D'ailleurs, l'expérience de déconfinement à l'extérieur de la communauté Montréal métropolitaine dans les écoles a été un succès, à la fois dit par les professeurs, dit par les parents et les élèves eux-mêmes. Les enfants ont besoin
d'être stimulés en milieu scolaire, au milieu de garde pour leur croissance. Nous savons aussi que certaines personnes peuvent être contagieuses sans le savoir. Ça, c'est vraiment là, la caractéristique que je déteste le plus de ce virus. C'est que pendant qu'on n'est pas encore malade, on peut contaminer notre collègue de travail dans un milieu hospitalier ou autre. Quand on va dîner ensemble entre nous ou qu'on prend notre pause ensemble, il y a moyen de se contaminer alors qu'on n'a pas de symptômes. Ou très peu de symptômes, et certains travailleurs de la santé qui n'ont pas l'habitude à s'arrêter pour rien ont malheureusement pu transmettre la maladie à leurs collègues ou à certains patients parce qu'ils étaient complètement asymptomatiques. Et c'est pourquoi que maintenant aussi, dans ce contexte-là, on demande aux gens, quand ils se croisent, de porter le couvre-visage. En protégeant le couvre-visage, vous protégez les autres de vos gouttelettes, et si les autres le font pour vous, à ce moment-là, on diminue le risque de transmission. On a maintenant ces nouvelles connaissances, puis on a appris plusieurs leçons de la première vague. J'ai d'ailleurs échangé aujourd'hui pour faire le point avec les équipes de la Direction régionale de santé publique ici. Je fais le tour. Chacun a vécu selon sa réalité, selon l'épidémiologie, selon son modèle d'organisation, des choses différentes. Puis pour moi, c'est important de faire le point avec eux pour améliorer les endroits où on pense qu'on aurait des gains importants. Ici, en Montérégie, depuis le début de la pandémie, il y a eu un total quand même de plus de 7 800 cas. Près de la moitié des cas déclarés sont dans les résidents dans l'agglomération de Longueuil, donc dans l'agglomération, comme c'est un peu attendu, plus urbaine, plus dense. C'est comme ça aussi dans les grandes villes à travers le monde. Dans l'ensemble, le nombre de nouveaux cas de COVID-19 atteint le premier sommet le 19 avril, puis un second le 2 et 3 mai. On déclare aussi, malheureusement, plus de 570 décès, dont 92 sont survenus, c'est des gens de 70 ans et plus. J'ai eu l'occasion de rencontrer les équipes de gestion, les équipes professionnelles, les médecins tantôt, et on m'a fait part un peu de comment ça avait été vécu ici. Il y a eu, je tiens à le dire aussi, même des gens de l'équipe de santé publique qui ont été atteints. On a perdu un médecin ici en Montérégie. Ça a été un drame important, je pense, pour les équipes ici, mais ça les a stimulés à faire beaucoup d'innovations dans la façon de travailler, notamment en télétravail, pour permettre aux gens de ne pas s'exposer les uns les autres, puis de faire le télétravail, beaucoup d'adaptation dans les processus d'enquête. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je vais vous dire, de ce drame-là naît quand même des opportunités pour l'équipe de santé publique ici comme telle, et pour, je vous dirais aussi, les CIUS de la Montérégie qui doivent travailler ensemble, plus coordonnés, pour tenir compte de l'épidémiologie locale et des interventions qui sont faites dans les différents milieux. En terminant, je tiens encore une fois à souligner le travail exemplaire de toutes les équipes de la santé publique et du réseau, celles au point de vue national, régional, mais aussi local. Vous savez, on voit souvent en point de presse en avant, mais ce sont sur le travail de ces gens-là qu'on doit se reposer pour qu'ils fassent des interventions dans les milieux pour diminuer et prévenir le nombre de cas. Ils sont dans l'ombre, mais leur action, j'en suis sûr, et je vais le répéter, a évité plusieurs cas et sauvé des vies. Ça, on ne les comptabilise pas, ceux-là, mais les historiques, les évaluations, les bilans nous permettront de mieux faire les estimés du nombre de vies qui ont été sauvées, notamment par rapport au confinement initial. Et si vous voulez contribuer à le faire, je pense qu'il faut qu'on collabore avec la santé publique, par exemple, et il faut écouter les messages de prévention, la mise en place des consignes, qui, de façon générale, ont été très bien suivies par la population. Par contre, je dois noter qu'en me promenant un peu, avec l'effet santé-soleil des confinements, on a l'impression qu'un certain relâchement de la population par rapport au port du masque ou à la distanciation sociale. Je sais que ce n'est pas, on est dans une nouvelle normalité. On doit être déconfiné d'une façon différente, mais il est véritablement majeur que votre plus grande action que vous pouvez faire pour nous aider, c'est de maintenir le 2 mètres, c'est de pratiquer l'hygiène, s'il vous plaît, et de porter le couvre-visage. Je pense que c'est vraiment très important. C'est important de le faire dès maintenant, même si ça circule moins, pour que ça devienne pour nous un réflexe ou une norme sociale. De la même façon qu'on prend nos clés pour sortir à l'extérieur, on ne devrait pas oublier son masque et être prêt à le mettre, surtout si on va croiser des personnes en bas de 2 mètres. Les équipes de santé publique vont continuer leur dépistage, leurs enquêtes et leur recherche de contacts. Puis ils vont bien entendu, les centres hospitaliers, prendre en charge les personnes infectées. Écoutez, pour moi, c'est une grande fierté de travailler avec ces gens-là, avec cette armée d'acteurs,
mais je demande aussi à la population québécoise de respecter les consignes pour que, par respect pour ces acteurs qui travaillent jour et nuit dans les enquêtes comme telles, par respect aussi pour les travailleurs de la santé qui vont maintenir le fort, pour pas que lors d'une deuxième vague, ou qu'on ait des petites vagues moins fortes qu'on va être en mesure de contrôler, mais qu'on ne puisse pas perdre le contrôle en lien avec la pandémie cet automne. Maintenant, je vais céder la parole à ma collègue Dr. Laulier, qui est votre directrice de santé publique, et que je remercie de m'avoir si bien accueilli aujourd'hui avec ses équipes. Et soyez assurés que les notes que nous prenons, les différents enjeux que l'on soulève vont être pris en considération dans la préparation de la deuxième vague qui est déjà commencée depuis plus de quelques semaines. Merci, merci Dr. Arruda pour votre présence. C'est toujours très motivant pour les équipes d'avoir le directeur national qui vient leur adresser un mot et des remerciements. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous pour faire le point sur ce qu'on a vécu en Montérégie depuis le début mars, où le premier résident montérégien recevait un diagnostic de COVID. Évidemment, on le sait, l'épicentre de la pandémie était Montréal. Donc, c'est évident qu'en Montérégie, par la densité de la population, par le nombre de populations, on a été une des régions les plus touchées. Et la progression de la pandémie a été très, très rapide à partir de fin mars, début avril, si bien que pour nos équipes de santé publique, les enquêtes épidémiologiques sont devenues des véritables courses contre la montre. En fait, pratiquement tous nos effectifs de santé publique ont été mobilisés COVID très, très rapidement. On a grossi nos rangs à une vitesse fulgurante. À titre d'exemple, notre équipe de maladies infectieuses qui comptait une soixantaine de personnes est passée à environ 300 personnes au plus fort de la pandémie, en allant chercher de l'aide des ressources de santé publique, mais aussi en allant chercher de l'aide extérieure, d'autres régions, d'autres médecins. Donc, ça a été un bel effort de solidarité. Donc, qu'est-ce qu'il en a été de la situation de la pandémie en Montérégie? Bien, vous savez que la Montérégie, c'est vaste et c'est riche de contextes qui sont à la fois très urbains, très denses et très ruraux aussi. Ça a donné lieu, comme le disait le docteur Arruda, à une situation épidémiologique où la COVID est arrivée très vite et très agressivement, plus dans l'agglomération de Longueuil. Et pendant longtemps, ça a été pas mal la région la plus touchée et la seule touchée pratiquement. Et ça a donné lieu à un déconfinement en 2 temps en Montérégie. Donc, on sait qu'il y a certains enfants Montérégie qui sont retournés à l'école, d'autres pas. Les commerces sont réouverts à des vitesses variables. Par contre, la situation a progressé et au fur et à mesure des semaines, on a vu quand même une diminution des écarts entre ce qu'on observait ailleurs en Montérégie versus la communauté métropolitaine de Montréal. Comme le disait Dr. Arruda, malheureusement, en Montérégie comme ailleurs, les personnes âgées qui vivent en hébergement ont été durement touchées. Ça a été une situation qui a été très difficile. On avait à peu près un cas sur 5 qui était chez une personne qui vit en hébergement, mais ils ont comptabilisé environ 90 des décès. Donc, les équipes des CIS ont fait un travail remarquable pour endiguer la situation. Il reste que ce sont des milieux très vulnérables qui vont demander une vigilance accrue jusqu'à la toute fin de cette pandémie. Par ailleurs, le déconfinement a aussi apporté et continue d'apporter en fait son lot de défis, entre autres avec les milieux de travail. On a eu environ 700 cas chez des travailleurs de la Montérégie hors des travailleurs de la santé. Ça s'améliore quand on regarde la courbe d'évolution chez les travailleurs, ça s'améliore, mais il reste encore des efforts à maintenir et on a des équipes qui travaillent très fort à cet aspect-là. Comme le disait Dr. Arruda, par contre, et c'est une bonne nouvelle, le retour à l'école, le retour en CPS, ça s'est très, très bien passé. Il y a eu très peu de cas, malgré qu'il y avait des inquiétudes qui sont bien compréhensibles. Où on en est aujourd'hui, c'est pas une surprise. Comme partout ailleurs, les cas diminuent en Montérégie. C'est une très bonne nouvelle. Nous, on en est très heureux de souffler un peu plus, quoiqu'on travaille ardemment à se préparer pour la deuxième vague. Donc, la situation s'améliore. Je pense qu'on peut s'en réjouir. En fait, il faut s'en réjouir, mais il faut être bien conscient que la première vague n'est pas terminée. On a encore des cas en Montérégie. Le virus circule encore. Il y a des baisses de taux qui s'observent partout, mais à vitesse variable selon les territoires de la Montérégie. Avec la saison estivale et le retour à la vie normale, si on voit une certaine vie normale qui vient avec le déconfinement, les efforts requis pour éviter qu'on ait une hausse marquée sont tout aussi importants, même s'ils sont plus difficiles. Et on le voit. Une des choses qu'on a remarqué en Montérégie, et c'était vrai dans les autres régions, c'est que le nombre de contacts à chaque cas a augmenté.
Donc, on voit que les gens respectent moins les mesures de distanciation, puis on observe une diminution de l'âge moyen de nos cas et certains phénomènes, des situations où on a eu des cas chez des personnes plus jeunes qui ont généré un très grand nombre de contacts parce qu'il y a eu des situations sociales avec pas de distanciation. Donc ça, c'est des situations qui nous préoccupent et c'est pour ça que si on veut reprendre, continuer à reprendre notre vie normale et surtout pas perdre des acquis qu'on a eus au cours des dernières semaines, on n'a pas le choix de maintenir les efforts. Et je réitère le message du couvre-visage. Je suis une Montérégienne, je me promène en Montérégie et il y a des gains immenses à faire au niveau du couvre-visage. Je ne répéterai pas toutes les autres mesures que Dr. Arruda répète, mais je les soutiens à 100 Petit aparté, j'en profite aussi pour vous rappeler qu'avec l'arrivée de l'été, on pense beaucoup à la COVID, mais il y a plusieurs autres maladies, infections qui sont importantes à surveiller. Maladie de Lyme qui est très présente en Montérégie. Également, on a vu dans les dernières semaines une hausse de nos taux d'infection transmissibles sexuellement. Donc oui, il faut se protéger pour la COVID, mais j'invite aussi la population à se protéger pour les autres infections. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sont pas, je vous invite à vous abonner au Facebook de la Direction santé publique. On publie plusieurs nouveautés, des données sur la COVID, mais aussi des données sur toutes les thématiques émergentes. Donc, n'hésitez pas. Mes derniers mots vont être des remerciements. Dr. Arruda le fait, mais je tiens à le faire moi-même, à remercier de tout cœur les équipes de santé publique qui travaillent effectivement dans l'ombre. On l'a dit, on travaille en prévention, donc quand on fait bien notre travail, il ne se passe rien. Donc, des fois, c'est un peu moins visible. Je pense quand même que cette pandémie a bien fait ressortir l'importance d'avoir une santé publique solide et en quantité suffisante. Et mes derniers remerciements vont aux partenaires des villes, partenaires des milieux scolaires, des milieux de garde, des milieux communautaires, et j'en passe, pour leur agilité à avoir adopté des rôles non traditionnels dans cette pandémie. Euh, on a vraiment senti un élan de solidarité tout au long de la pandémie et cette collaboration a vraiment été précieuse pour réussir à améliorer la situation. La contribution du réseau, la contribution des partenaires et de la population a été au cœur de la lutte pour cette première vague et continuera assurément de l'être. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais prendre les questions du public. Peut-être d'abord les gens qui sont ici dans la salle. Vous avancez au micro, s'il vous plaît, pour que les gens à distance puissent entendre vos questions. Je peux commencer? Peux-tu me... Oui, parfait, Oui. excellent. Sabrina Rivet pour le 98.5. Il y a certaines études qui disent que le virus est en train de muter, cette fameuse COVID-19, et que le virus serait maintenant plus contagieux. Est-ce qu'on prend connaissance également de cette fameuse mutation-là de la COVID-19? Effectivement, d'ailleurs, j'ai eu une discussion avec le directeur du laboratoire de santé publique du Québec à ce sujet-là. Vous savez, les virus, les coronavirus, comme tous les virus, peuvent faire certaines petites mutations. D'ailleurs, certains disent qu'au 10 jours, elles vont muter, mais sans changer ce qu'on appelle le profil clinique ou l'impact. Okay? C'est quand même un virus qui est relativement stable par rapport à d'autres virus qui mutent plus. Mais il y a effectivement des souches qui sont collectées au Québec et qui vont être comparées, par exemple, aux souches en termes génétiques, là, dans le reste du Canada, des souches provenant des États-Unis et puis des souches britanniques. Là. Effectivement, il y a cette souche qui a été trouvée en Grande-Bretagne, qui vient des laboratoires. On a démontré une certaine mutation. Là, maintenant, savoir jusqu'à quel point ça a un impact clinique, il faut être capable de faire des études plus poussées avec des populations puis des symptômes pour être capable de comparer. Parce que, mais c'est un phénomène qu'on fait toujours avec des virus émergents. Il faut comprendre que le virus s'adapte à l'humain. Hein, et en s'adaptant, puis les virus s'amutent parce que c'est des machines à réplication, puis à un moment donné, ils font des copies, puis ils font des petites erreurs. À ce moment-là, jusqu'à maintenant, on le surveille de très près et on va surveiller aussi les profils des symptômes, des différentes courbes et des différents pays. C'est en étude. Nos souches vont être aussi comparées. Puis, le docteur Roger me disait qu'il allait avoir des études de fait au Québec aussi pour comparer l'épidémiologie de ces virus-là.
Et si je peux peut-être me permettre une sous-question, vous venez de le dire, c'est-à-dire que, bon, il y a des gens de plus en plus jeunes qui attrapent la COVID-19, mais ces gens-là, quand même, peuvent redonner le virus. Est-ce que ça aussi, ça vous inquiète, le fait que la transmission est de plus en plus jeune et il pourrait y avoir des gens de plus en plus infectés également? Là? Ben, il y a déjà eu quand même des gens relativement jeunes qui avaient été infectés. Il faut comprendre que le virus va frapper là où il n'a pas frappé, hein, surtout. Bon, il y a attraper la maladie, c'est une chose, la transmettre, c'en est une autre, puis avoir des complications, c'en est une autre. Jusqu'à maintenant, la majorité des cas sévères ont été chez des personnes en haut de 70 ans. Il y a quand même eu des cas de mortalité chez des gens plus jeunes. Même un de nos médecins ici, spécialistes, est décédé de ça. Ça existe toujours. Là, la question qu'on voit, par contre, puis c'est observé en Montérégie puis ailleurs, c'est que pour chacun des cas qu'on a, quand on était en période de confinement, les gens avaient tant de nombre de contacts parce que ce qu'on leur demande, c'est avez-vous été en contact avec des gens en bas de 2 mètres? Ce qu'on remarque maintenant, c'est que les jeunes, par exemple, ou des gens plus jeunes, ont socialisé plus post-déconfinement ou actuellement. Et le nombre de contacts qu'on considère comme significatif, le nombre de personnes qui ont été en bas de 2 mètres pendant qu'ils étaient contagieux, va en augmentant. Ça, c'est un signe indirect que les gens commencent à se distancier assez de moins en moins. Donc, ça, je pense que puis ça va être normal. S'il y a de la transmission communautaire importante, qu'il va y avoir des groupes d'âge plus jeunes qui vont être touchés, des enfants, etc. C'est pour ça qu'on vous dit, si vous gardez la distanciation de 2 mètres, c'est comme si vous étiez encore confiné à la maison. Et à ce moment-là, vous avez moins de chances, ça ne veut pas dire que c'est zéro chance, mais vous avez moins de chances de l'attraper que si vous vous rapprochez des gens dans 2 mètres. C'est pour ça qu'on demande aux gens, pour pas qu'on referme la société, de ressortir, mais de respecter le 2 mètres. Bonjour, M. Arruda. Bonjour, Bonjour. Mme Loulier. Loulier. Parfait, je ne voyais pas le nom d'ici. Petite question, je ne vois pas M. Arruda, mais... Non, moi, je vois une grosse lumière, un gros spot, Oui, mais j'essaie de voir ici, là, je vous vois là. génial. Bonjour. Bonjour. Données encourageantes, ce que vous avez dit, baisse des hospitalisations, baisse du nombre de décès. Mais quand on regarde correctement le bilan aujourd'hui quotidien, il y a quand même 89 nouveaux cas. Puis ça, c'est la hausse la plus importante depuis le 25 juin. Vous dites vous-même, la deuxième vague, elle est presque inévitable. Est-ce qu'elle pourrait arriver plus vite qu'on pourrait penser? Tout est possible. Puis vous avez un œil fin. Effectivement, vous comme moi, ce matin, quand j'ai regardé le chiffre, je me suis dit, tiens, les derniers jours, c'était autour de 60, 70, 70. Là, on a 89. Mais ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on regarde où se situe cette situation-là. Là. C'est associé à une éclosion qui est actuellement, notamment dans les Laurentides, dans un centre hospitalier, qui vient expliquer ce chiffre-là, mais c'est une situation qui actuellement est en train d'être contrôlée. Et c'est ce qu'on va faire actuellement au cours des prochaines semaines et mois. C'est qu'à chaque fois qu'on va avoir, je vous dirais, des augmentations de chiffres, c'est d'aller voir c'est où, ça correspond à quoi. C'est-tu dans un centre d'accueil? C'est-tu dans un CHSLD? C'est-tu dans une entreprise? C'est-tu dans un hôpital? Puis d'être capable d'étouffer, si vous me permettez, avec nos interventions, l'éclosion pour pas que ça reprenne dans la communauté. Est-ce que ça va revenir plus tôt? Si les gens, si vous me permettez, comme le virus est encore présent, il y a encore des cas, si les gens se déconfinent et ne respectent pas les consignes, bien, il va y avoir la transmission communautaire. Puis automatiquement, cette transmission communautaire va augmenter les cas, ce qui pourrait nous amener à des vagues importantes. Le virus a probablement des saisonnalités. Hein. On sait que les virus respiratoires, la grippe, les rhumes, ça diminue l'été, puis ça recommence à l'automne ou début d'hiver. Bien, la saisonnalité va peut-être faire qu'on va l'avoir en octobre, en novembre, en août, je ne le sais pas. Je ne sais pas si vous comprenez, mais moi, ma préoccupation actuellement, cela, quand est-ce qu'il va revenir par rapport à la saisonnalité, on n'a pas trop le contrôle. Là où on a le contrôle, c'est que les gens se distancient. Parce que si le virus revient, bien que la distanciation est là, le lavage de mains, etc., même on pourrait peut-être avoir, et espérons-le, une saison de grippe et de gastro moins importante grâce à ces mesures-là. Quand on a impliqué les mesures de distanciation, puis qu'on a fermé le système, l'épidémie de grippe a chuté de façon importante, les gens n'étaient pas en contact, ne pouvaient pas se le transmettre. Puis rappelons-le, l'influenza est moins contagieuse que le COVID-19. Donc, l'importance, à mon avis, de faire tout ça est encore plus importante. C'est ce que je demande à la population. Là-dessus, on sait que ça va nous aider. Maintenant, quand est-ce que ça va revenir? J'espère le plus loin possible, s'il vous plaît. Ma deuxième question était sur un autre sujet, mais c'est intéressant ce que vous avez dit concernant ce centre hospitalier dans les Laurentides. Est-ce que c'est un nouveau foyer d'éclosion et à quel point la situation là-bas vous préoccupe?
Et quel est ce centre hospitalier, bien sûr? Bon, je ne veux pas nécessairement rentrer dans les détails, si vous me permettez, puis peut-être vous pouvez vous adresser à la direction de santé publique ou aux gens des Laurentides. Là. Étant dans les Montérégie, je vais focuser là-dessus. La situation, toute situation d'éclosion, OK? Qu'elle soit 3, 4 cas dans un foyer de, disons, de travailleurs à l'extérieur, dans un abattoir, pour moi, les préoccupante. Parce que toute situation d'éclosion doit être contrôlée, OK? Des fois, c'est plus difficile parce qu'on ne le sait pas. Mais là, actuellement, la situation est prise en charge de façon très sérieuse, de telle sorte qu'on ne s'attend pas à ce que ça aille en augmentant. Il va peut-être avoir quelques cas encore de gens qui ont été contaminés antérieurement, mais ça va se recontrôler de façon importante. Merci. Pierre-Luc Gagnon pour Radio-Canada. J'aimerais parler du rapport de la Société royale du Canada qui parle d'un désastre évitable dans les centres de soins de longue durée. On recommande notamment la création de normes fédérales pour le contrôle des infections et aussi des normes dans les CHSLD. J'aimerais savoir un peu comment réagissez-vous à ce rapport? Je peux pas, probablement, le constat que c'est un drame, ça, je pense qu'on l'a tous vécu. Pas besoin je veux dire, dans le fond, on n'a qu'à voir le nombre de décès où ils sont situés et concentrés. Je pense que c'est clair. Est-ce que ça aurait pu être évité? Probablement oui. Je pense que des normes en PCI, elles sont existantes, elles existaient. Là, jusqu'à quel point elles étaient appliquées, ça, c'est une autre chose. Et je pense que le facteur principal, si vous me permettez, ça a été véritablement la problématique des ressources humaines qui était sous-optimale avant même la crise. Et pendant la crise, ben, c'est devenu un facteur principal. Et vous savez, quand vous êtes peu de personnel pour répondre à des besoins d'une grande quantité de population et beaucoup de soins en même temps, les mesures de PCI, les protocoles ont beau être là, elles deviennent difficiles à appliquer parce qu'on oublie, vous savez, être en PCI, quand il y a une chambre ou il y a une petite éclosion dans une unité, c'est une chose, mais quand tout l'établissement est en éclosion, bien des fois d'oublier de changer le masque, de le jeter, de se laver les mains, c'est un facteur humain très important. Moi, je souligne, de toute façon, indépendamment du rapport, si vous me permettez, du rapport fédéral ou du Collège royal ou de la volonté fédérale, déjà au Québec, tout ce qui s'appelle prévention et contrôle des infections en milieu de CHSLD, en milieu de résidence pour personnes âgées avec des soins, puis tout ça, c'est en train de se prendre en compte. Il y a un sous-ministre adjoint de M. Desharnais qui est rentré juste pour mettre ça en place pour nous préparer pour la deuxième vague. Puis espérons-le qu'avec les choix gouvernementaux d'augmenter les préposés aux bénéficiaires, associés à des équipes qui vont venir supporter les milieux, notamment pour personnes âgées en PCI, bien, on va répondre probablement à la volonté qui est exprimée dans ce rapport. Mais plus spécifiquement, les normes fédérales versus provinciales, est-ce que ça pourrait être utile d'avoir des normes pan-canadiennes d'une province, les mêmes normes d'une province à l'autre? Écoutez, je pense que les normes, c'est utile de les avoir, c'est sûr. Il y a des normes américaines, il y a des normes, mais on a nos propres normes au Québec qui sont faites par notre comité d'infection nosocomiale du Québec. On travaille en collaboration souvent avec le fédéral, mais des fois, on a nos propres normes pour être mieux adaptés à notre réalité. Et il faut se rappeler que la santé, c'est aussi de juridiction provinciale et des établissements. Donc, quelque part, moi, je veux dire, j'ai aucun problème à ce que des normes soient développées. On a nos propres gens qui vont travailler probablement à partir de ces normes-là, mais qui vont être en mesure aussi de les ajuster à notre réalité, à notre modèle d'organisation au Québec, qui peut être différent d'une province à une autre. En deuxième question, vous parlez de préparer pour une éventuelle deuxième vague. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement dans les CHSLD pour prévenir l'hécatombe qu'on a connue? Bien, écoutez, la première des choses, c'est d'augmenter le personnel dédié dans les établissements. Probablement, puis parmi les choses, c'est d'assurer qu'il y a quelqu'un dans l'établissement qui est responsable de gérer les processus quand il y a des crises, quelqu'un qui soit dédié à cet établissement-là, au besoin de faire appel à des équipes plus centrales qui pourraient débarquer en situation d'éclosion, ce qu'on appelle des équipes PCI multidisciplinaires qui vont inclure un médecin, une infirmière en prévention des contrôles, des équipes de cette nature-là. Et c'est ce qui est en train de se faire actuellement. Donc, colmater le problème de ressources humaines pour donner les soins, augmenter les expertises, la formation des gens en prévention et contrôle des infections et avoir des équipes supplémentaires qui pourraient venir aider et avoir ce qu'on appelle aussi un gestionnaire de l'établissement sur place. Ceci, c'est vrai pour les centres de longue durée publics,
privées, puis aussi en support aux résidences privées pour aînés. Il y a beaucoup de formations à faire, il y a beaucoup de responsabilisation aussi des propriétaires qui devraient être faites par rapport à la question de la prévention et du contrôle des infections. Merci. Bonjour, Hugo Duchesne du Journal de Montréal. Docteur Arruda, votre mandat a été renouvelé cette semaine par le gouvernement. Je me demandais si vous pouvez nous parler de comment vous envisagez, dans le fond, la suite de votre mandat avec cette deuxième vague à gérer, s'il y a des erreurs, par exemple, que vous ne voulez pas répéter, des choses que vous avez apprises. Écoutez, je vais vous dire, c'est la chose qui m'a le plus estomaqué dans cette crise-là, c'est la question que le virus se transmettait de façon symptomatique. Ça a déjoué beaucoup des choses. Il faut savoir que je ne suis pas seul hein, dans cette... et je ne gère pas tout le système de santé. Je suis responsable des aspects de santé publique. Bon, du côté de santé publique, en général, ça a été fort demandant. Mais on a réussi quand même à contrôler la transmission communautaire de façon assez remarquable, de telle sorte qu'on ne s'est pas retrouvé dans des situations, sans minimiser la crise des CHSLD, là, dans des situations où il a fallu choisir entre tel patient et tel patient, puis que notre système de soins n'a pas été amené à perdre sa capacité de traiter. On n'a pas été là, heureusement, mais il y a eu une grande crise dans les CHSLD. Je pense que pour ce qui est des CHSLD, j'ai déjà mentionné un peu les travaux qui ont cours avec mes collègues, notamment de la direction qui s'occupe des personnes âgées et de ces milieux-là et de la prévention et contrôle des infections. Moi, de mon côté, c'est clair, mon mandat était renouvelable, mais de toute façon, déjà en janvier, le gouvernement devait décider s'il me maintenait ou pas, mais ils auraient pu prendre la décision de ne pas renouveler mon contrat. Moi, je trouvais ça probablement non professionnel de quitter alors qu'on est dans une situation de crise pour permettre une certaine continuité. Mes décisions sont prises en collaboration avec mes experts de l'Institut national de santé publique, avec mes directeurs de santé publique, avec le docteur Massé qui m'accompagne. Donc, moi, je vois la deuxième vague comme une continuité, mais améliorée de ce qu'on a fait. D'interpeller beaucoup les Québécois à respecter les consignes que j'essaie de mettre. C'est pas pour le plaisir. Et je serais le premier à être heureux si notre planification ne serait à rien. C'est-à-dire s'il n'y a pas de deuxième vague puis que les choses aillent mieux. Je serais le premier. Mais je ne peux pas me permettre ici de ne pas être, je vous dirais, le plus préventif possible. Je vais le faire en collaboration aussi avec mes collègues des autres provinces. Et puis, c'est avec un grand honneur que j'ai accepté d'être renouvelé. Puis, la population québécoise peut compter sur mon commitment comme celle de tous les directeurs de santé publique et nos experts à faire le mieux pour le peuple québécois. Au niveau du dépistage, ça traîne encore la patte, là, les chiffres. Il y a une sous-ministre adjointe qui a un mandat de travailler là-dessus. Est-ce que vous savez quand et comment il pourrait y avoir davantage de dépistage, s'il pourrait y avoir des tests aussi moins invasifs pour les personnes qui sont testées? Bon, pour la question des tests invasifs, malheureusement, c'est ça qu'on aurait bien aimé, hein, d'avoir des tests qu'on peut faire sur le crachat et qui seraient de qualité adéquate. Les dernières informations que j'ai obtenues de mes experts, c'est que malheureusement, les tests qui sont disponibles actuellement n'atteignent pas des standards de détection assez élevés pour qu'ils soient utilisés de cette façon-là. Donc ça, c'est triste. Ça nous ramène encore à des couvillons. Vous avez raison, les tests, d'ailleurs, mes autorités me le rappellent tous les jours. On avait parlé de faire jusqu'à 20 000 tests. On avait été jusqu'à un table de 14 000 quelques jours à peine, puis ça a chuté. Il faut voir qu'actuellement, la circulation est moins importante dans la communauté. Les gens viennent moins se faire tester. Et il peut y avoir certains effets pervers de tester dans des populations qui ne sont pas très élevées parce qu'il y a beaucoup de faux positifs. Par contre, on a déjà enclenché la semaine dernière une nouvelle stratégie de dépistage pour les asymptomatiques qui est en train de s'implanter actuellement, puis des dépistages pour les asymptomatiques dans certains milieux que les directions de santé publique vont faire. Effectivement, la sous-ministre va voir à l'opérationnalisation de ces éléments-là en lien avec les capacités des différentes CCIUS, c'est des besoins de laboratoire, etc., va travailler avec nous. Stratégie pour les asymptomatiques, comment vous les trouvez, justement? Dans le fond, ce qui va être fait, c'est on va tester les asymptomatiques, particulièrement dans des endroits où on pense qu'il pourrait y avoir de la réintroduction rapide et où il y a des gens vulnérables. Un exemple, tous les travailleurs des CHSLD vont se voir offrir un test hebdomadaire actuellement, particulièrement dans la région métropolitaine. C'est-à-dire qu'on va le faire de façon sérieuse, comme tel, pour vérifier s'il n'y a pas des asymptomatiques qui pourraient être en train de réintroduire le virus là où il y a des facteurs de risque.
les travailleurs agricoles, par exemple, qui proviennent de d'autres pays vont avoir des tests de fait à leur arrivée et après leur isolement pour vérifier s'ils ne pourraient pas être la cause de certaines maladies. On va offrir aussi, dans certains centres de prélèvement, pour ceux qui le veulent, des tests de dépistage chez les patients asymptomatiques, ce qui va nous permettre de voir un peu quelle est la circulation. Mais le test de dépistage, ce n'est pas la meilleure façon de mesurer la transmission communautaire ou je dirais, le nombre de personnes infectées, c'est des tests de sérologie. Ça, c'est d'autres types d'études. Mais c'est le genre de choses qui vont être faites, puis on va aller vérifier des milieux où il y a eu des éclosions. Prenons, par exemple, les abattoirs, aller faire d'autres tests pour vérifier ce n'est pas des personnes asymptomatiques, pour que on appelle ça une stratégie de suppression, dès qu'on essaie d'attraper le plus rapidement possible la situation avant même qu'il y ait une transmission importante dans le milieu. Bonjour, Dr. Arruda, Pierre Saint-Arnaud de la Presse canadienne. Vous avez parlé de la saisonnalité. J'aimerais vous entendre là-dessus, puisque ce qu'on voit dans le sud des États-Unis, Texas, Floride, c'est des endroits où les températures sont quand même très élevées par les temps qui courent et on a une augmentation fulgurante. Est-ce que vous êtes toujours convaincu de la saisonnalité? Et si elle est mise en doute, qu'est-ce que ça implique? Bon, il faut comprendre que quand il y a un nouveau virus qui s'installe, il y a toutes sortes de comportements qui vont rentrer en ligne de compte. Prenons un exemple. Si le virus a bombardé le sud des États-Unis, malgré le fait que c'est l'été, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, parce que la population, elle est très peu immunisée, il peut s'exprimer dans une saison qui n'est pas la même. Parce qu'il y a le facteur, je vous dirais, c'est une combinaison de facteurs qui amène la saisonnalité. C'est à la fois des facteurs de type température ou autre, ou de comportement de vie. On est plus à l'extérieur l'été. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. Et donc, quelque part, et là, je vous parle de saisonnalité parce que la majorité des coronavirus ont une saisonnalité. Vous savez, la grippe, il y en a des cas l'été. Il y a toujours quelques cas qui traînent, mais ça baisse, ça remonte. Fait que la majorité des gens s'entendent là-dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'actuellement, parce que c'est une saisonnalité qui va s'installer pour chez nous, que ça va être la même chose dans les pays du Sud ou à la même période. Parce que tout dépend de quand vient frapper le virus dans une population vierge. Fait que moi, je pense qu'il y a un mélange de facteurs. Puis, vous savez, il n'y a pas une seule chose qui explique la chose. Peut-être qu'on va se rendre compte que la saisonnalité ne sera pas présente. Ou, par exemple, si on avait un bombardement, entre guillemets, je dis ça un bombardement, mais de virus qui arriverait des États-Unis au Québec à cause des vacances au mois d'août, etc., on pourrait revoir une vague s'installer qui ne serait pas associée à une vague avec une grosse vague comme telle, mais reliée à des relents de virus qui circulent. Fait que moi, je pense que l'avenir nous va nous le dire. Ce n'est qu'après quelques saisons, 2, 3 ans, qu'on va voir s'il y a une saisonnalité. Parce que quand on parle de saisonnalité, il faut avoir la courbe qui monte, qui descend, qui remonte, qui redescend, qui remonte, qui descend. Moi, je ne suis pas un voyant pour vous dire l'avenir. J'espère le plus profondément possible, c'est qu'on se prépare, puis qu'on ait des petites vaguettes, puis que le virus finisse par s'éteindre. Mais ça, seul l'avenir nous le dire. Bon, mon autre question est plus technique. Vous avez fait référence, puis ça donne bien, puis ça fait longtemps que je vais vous poser la question, à des faux positifs. Quel est le taux de faux positifs, de faux négatifs que vous avez estimé jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça a changé depuis le début? Je présume que les tests se sont améliorés et la façon de les donner aussi. J'essaie de comprendre quel est l'impact de ces faux positifs et de ces faux négatifs parce que de façon anecdotique, on entend plein de gens qui disent « j'ai été testé, j'étais négatif, puis finalement je l'avais » et l'inverse. Puis on a un peu de misère à saisir quelle est l'importance de cette variable-là dans vos données. Bon, c'est une variable importante. Merci pour votre question, mais elle est compliquée à expliquer, si vous me permettez, en point de presse. C'est presque un cours d'épidémiologie par rapport à ce qu'on appelle la spécificité, la sensibilité, la valeur prédictive positive, la valeur prédictive négative, les faux positifs, etc. Juste essayer de vulgariser ça, puis peut-être que ma collègue, Dr. Laulier, pourra complémenter. Un test, c'est jamais parfait à 100%. C'est-à-dire qu'un test, ça a une certaine sensibilité, c'est-à-dire si j'ai 100 personnes et puis qui sont 100 personnes positives, si je suis capable d'en détecter 95% des positifs, j'ai une sensibilité à 95%. Okay? Mais ce qui est complexe à comprendre, c'est que ce test-là, si vous l'appliquez dans une population où il y a beaucoup de cas, vous allez avoir une meilleure performance. Okay? Si dans mon pot,
il y a 10 personnes qui ont la maladie, puis que j'ai un test qui est bon à 95 je vais aller en chercher une bonne proportion des 10. Si dans un pot, j'ai une personne qui a la maladie, avec un test qui est sensible à 95 la probabilité que je tombe sur le cas dans ce pot-là est plus faible. Donc, ça veut dire que dans une population où ça circule beaucoup, d'ailleurs, les tests qu'on faisait étaient beaucoup plus positifs quand ça circulait. On avait des taux qui sont atteints 20 16-17 de positifs parce qu'on testait dans une population où il y en a des cas. À la limite, s'il n'y a aucun cas, vous avez beau appliquer votre test, vous savez-vous, là, fait que dans le fond, puis quand on fait des tests, par exemple, dans des régions comme en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, où il y a très peu de cas, il y a des chances que le test sorte positif, même s'il n'y a, a pas de cas. Et donc, ce qu'on appelle la prévalence, le nombre de cas qu'il y a dans la population vient influencer la performance de mon test, soit comme tel. Puis il y a la spécificité aussi qui est ce qu'on appelle, est-ce que le test, quand je suis positif, c'est vraiment cette maladie-là ou c'est une autre maladie qui est similaire? Donc, c'est des concepts épidémiologiques assez complexes qui font qu'à un moment donné, puis il y a d'autres éléments qui sont encore plus complexes ici, c'est qu'on ne sait pas combien de temps, par exemple, quelqu'un qui a fait la maladie va excréter le virus. Il y en a qui vont l'excréter pendant des mois et la maladie, ils sont guéris, mais ils continuent à excréter des parties du virus qui vont sortir positifs. De la même façon, si vous faites un test à quelqu'un, trop de bonheur dans sa maladie, trop tôt, mais il va être négatif, puis il aurait fallu le faire 5, 6, 7 jours plus tard pour qu'il devienne positif. Donc, même si on aimerait qu'un test positif soit positif tout le temps, puis qu'un test négatif soit négatif tout le temps, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucun test qui est 100 parfait. Et ça varie selon différentes conditions. Quand est-ce qu'on fait le test, la technique qu'on a utilisée, la validité elle-même du test, puis bien entendu, s'il y a beaucoup de cas ou pas de cas. C'est compliqué, mais c'est ça. Je ne sais pas si Dr. Laulier voulait ajouter quelque chose. Je pense que c'est bien vulgarisé. Peut-être le seul ajout à votre question, à pourquoi il faut s'en préoccuper. En fait, on a ces réflexions-là et c'est important de les avoir parce qu'il faut comprendre qu'un faux positif vient avec toutes les conséquences qu'on a, c'est-à-dire l'isolement, le retraçage des contacts qui, à leur tour, selon le caractère du contact, peuvent être isolés, testés, etc. Donc, c'est vraiment une question sur laquelle on se penche justement de qu'est-ce qu'on fait avec ces positifs-là dans des contextes où on a moins de raisons de croire qu'ils auraient pu être infectés. Et ça ne fera pas qu'on ne va pas faire de dépistage. On va le faire, mais on va s'assurer de bien interpréter les résultats comme tels, parce que le dépistage est un outil important, mais il n'est pas parfait. De positivité? Oui, on en a. Ils ont été jusqu'à 16-20 dépendamment des régions. Actuellement, ils sont dans certaines régions en bas d'1 puis dans d'autres à peine à 1 ou 2 Bonjour, Audrey Leduc-Brodeur pour Gravité Média en Montérégie. Docteur Levier, le 4 juin dernier, vous avez sonné l'alarme concernant la hausse des cas dans la MRC de Bois-Noir-Salaberry. Un mois plus tard, force est de constater que la situation ne s'est pas améliorée. Il y a toujours une hausse des cas alors qu'ailleurs en Montérégie, ça demeure assez stable. Avez-vous l'impression que le message n'a pas passé auprès des citoyens? Comment vous expliquez que la situation ne se résorbe pas dans cette région-là? Bien, en fait, peut-être juste corriger, la situation s'améliore quand on regarde les taux. Vous avez raison de dire qu'il y a toujours des cas de plus. Ça, on peut s'y attendre à ce qu'il y ait des cas dans un déconfinement. Là où vous avez raison, c'est que quand on regarde le taux, donc le nombre de cas par 100 000, ça fait déjà plusieurs semaines que la MRC de Bois-Noir-Salaberry est la plus élevée. Mais même à l'intérieur de cette MRC-là, même si ça demeure les taux les plus élevés, ils diminuent aussi. Cela dit, quand on cherche à expliquer, ça ne peut jamais être seulement une raison. On sait que la situation dans les milieux de vie pour aînés s'est améliorée partout en Montérégie. Dans ce territoire-là, il y a eu par contre certaines éclosions dans des milieux de travail qui ont fait que ça a haussé les cas. C'est toujours un travail que nos équipes font dès qu'il y a un cas, de voir est-ce que c'est relié à un milieu particulier, essayer de les contenir. Cela dit, on a de la misère à mettre le doigt sur seulement un milieu. Il n'y a pas un gros facteur qui permet de l'expliquer. Vous avez raison de dire que
pour avoir des contacts avec des gens qui sont sur ce territoire-là, les mesures d'hygiène et de distanciation, il y a des gains à faire. Effectivement, le port du couvre-visage, pour ce qu'on m'en dit, n'est pas suffisamment appliqué. Ce n'est pas la seule place en Montérégie, mais si on parle de cette MRC-là, effectivement, il y a des gains à faire en termes de distanciation de couvre-visage, mais peut-être noter quand même que ça s'améliore là comme ailleurs. Puis, en ce qui a trait à l'agglomération de Longueuil, donc là aussi, ça s'est amélioré. Est-ce que vous sentez que vous avez repris le dessus là, sur ce territoire-là en particulier? Bien, c'est sûr que quand on regarde les taux puis dans les 7 derniers jours, il y a eu quand même des cas aussi à Longueuil. Comme on dit, on est dans une situation où ça circule encore en Montérégie, mais on est avec un nombre de cas qui a diminué énormément. On sent qu'on a quand même pris le contrôle sur plusieurs situations. Toute la situation des milieux de vie pour aînés, ça s'est beaucoup amélioré et on se croise les doigts et les efforts vont être maintenus pour que ça demeure comme ça. Les pourcentages de cas, là, les taux de contamination, de contagion se sont beaucoup améliorés dans l'agglomération de Longueuil. Il reste que quand on regarde dans les 7 derniers jours, le nombre de cas total, c'est quand même dans l'agglomération de Longueuil qu'on en retrouve le plus parce que c'est très dense. Donc, dans des milieux très denses comme l'agglomération de Longueuil, c'est un défi supplémentaire d'appliquer la distanciation parce que à chaque fois qu'on se déplace, que ce soit dans les espaces publics, mais surtout dans les commerces, il y a plus d'achalandage. Je vais me permettre d'ajouter quelque chose, si vous me permettez. Il ne faut pas attendre qu'on soit dans une zone ou dans notre territoire où ça va se mettre à circuler pour commencer à porter le masque ou le couvre-visage. Je comprends qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est particulièrement important dans ces zones-là ou densément peuplées où c'est sûr qu'on va croiser quelqu'un en bas de 2 mètres. Puis ça, c'est difficile. Puis vous savez, le 2 mètres, là, comme quelqu'un disait, même si j'ai eu une caricature, on ne se promène pas avec un bâton là, pour calculer exactement le 2 mètres. Très souvent, on va passer à 1 mètre et on va se croiser. Fait que moi, je vous le dis, là, il faut le faire tout de suite. Il faut le faire tout de suite partout au Québec. Même si, puis les gens vont dire, ouais, mais dans mon village, moi, il n'y a personne, etc. Il faut prendre l'habitude. Il faut que ça devienne un réflexe, comme quand on prend nos clips, etc. Parce que ça va être excessivement important dès maintenant, mais ça va être très important quand ça va se mettre à circuler. Je vous le dis, c'est très important. Fait que là, moi, je suis d'accord qu'on le fasse, particulièrement dans les zones où c'est à chaud. Je sais que c'est l'été, mais ça peut revenir très vite. Alors moi, je vous le dis, on a besoin de votre collaboration. Nous, on va faire ce qu'on peut pour diminuer les impacts, mais il faut que la population suive. Il faut que les entreprises ne mettent pas les gens, ni leurs travailleurs, ni les gens à risque. Je le répète, je vais le répéter, puis je vais le répéter et répéter tant aussi longtemps que je ne verrai pas des comportements adéquats. On tient à ça que vous le faites. On va le rendre obligatoire dans les transports en commun. Je vous le dis, vous devriez le porter quand vous allez dans les commerces. Vous devriez le porter si vous prenez l'ascenseur. Vous devez porter votre masque, c'est très important. Il y en a maintenant même des beaux qui vont avec vos vêtements, etc. Mais portez quelque chose sur le visage, je vous en prie. J'ai une question d'un journaliste qui n'a pas pu se rendre malheureusement, Anthony Nerestin de CBC. Sa question, donc, CHSLD St. Dorothy has seen 100 deaths linked to COVID. Other CHSLD are close to that number. What do you think that says about the province's handling of the crisis? In fact, it's too much people dying from that disease. It's clear. I would say there was, and I will repeat things that have been said already, but we have issues with, I would say, different workers, not enough staff in those places. And because of this, and because also of the situation that the virus could infect you and you have no symptoms and you transmit the disease, healthcare workers have introduced in those fields, I would say, the virus. And this was, it's a place where there is people at a high risk of dying of the disease. It's clear. It's understandable also that people who live there already are a lot sick. Some will die even not with COVID-19, but this is a situation. Actually, what have been done is to have more staff. It's why this program for helping people. 8,000 people are going to be formed. There's going to be some supplemental staff, and I would say some managers in each of those places to make sure that if there is an outbreak,
things are taken into account very fast, and there's going to be also some teams of prevention and control of infection that are going to put in disposition for the public CHSLDs, the private ones, and also for the residencies for people, elderly people who have units of care which are different from, I would say, a normal RPA, which is houses. So I think we learned a lot from this. We have been working on putting more staff in those places, and I hope that the people who die from that disease, at least their death will serve us to better understand the way we manage those situations, and also interpel the society to see the way we take care of our elderly people. Nous avons quelques questions des participants à distance. Tristan Péloquin, vous pouvez poser votre question. Parfait. Bonjour, Dr. Arruda. Vous avez beaucoup parlé des jeunes et on constate que c'est effectivement une des catégories problématiques là, où on voit qu'ils pratiquent peu la distanciation souvent. Est-ce qu'il n'aurait pas lieu de changer de stratégie, de renforcer peut-être les mesures auprès d'eux, je ne sais pas, faire de la surveillance dans les parcs, plus d'intervention pour améliorer la situation? Mais moi, je pense que, bon, premièrement, je voudrais vous dire quand même que les jeunes, si vous me permettez, et les plus jeunes, puis les jeunes aussi ont été, à mon avis, dans la période de confinement, très collaborateurs. Je tiens à vous dire qu'il y a toujours des exceptions, là, mais les jeunes ne se sont pas plus mal comportés que d'autres catégories, notamment certaines personnes même de certain âge qui comprenaient mal la question du confinement. Donc ça, je tiens à les féliciter. Puis on a eu l'aide aussi de plusieurs artistes ou de gens qui sont des leaders d'opinion pour eux. Moi, je pense qu'il faut falloir revenir à ce genre d'approche auprès d'eux pour qu'ils prennent conscience. Ça, c'est sûr que ils ont été enfermés. Les jeunes ont besoin de socialiser. Puis d'ailleurs, c'est important. Le confinement a eu des effets pervers. Heureusement, les jeunes sont moins atteints. S'ils sont malades, ils vont faire moins de complications, mais on ne veut pas non plus qu'ils deviennent des transmetteurs vers des plus adultes. Fait que je pense qu'on va prendre une stratégie de réinsister auprès d'eux. Les approches coercitives avec les jeunes, des fois, ça a des effets pervers, mais on verra, tout dépendamment s'il y a de la délinquance importante ou quoi que ce soit. Mais on va faire appel à leur sens civique et social. Moi, je pense que c'est aussi aux parents à donner l'exemple, aux autres à donner l'exemple. Moi, je pense que je ne voudrais pas qu'on devienne des gens qui sont contre les gens qui ne portent pas de masque, qu'on les discrimine, etc. Il y a des gens qui ne pourront pas en porter parce qu'ils ont des problèmes pulmonaires, etc. Mais il faut créer un climat social, une norme où ça va devenir, en fin de compte, partie de l'étiquette, c'est-à-dire que moi, je mets mon masque pour te protéger. Je m'attends à ce que tu mettes le masque pour me protéger. Puis on va essayer de rendre ça cool, entre guillemets, si vous me permettez, pour les jeunes de porter un masque. Là, c'est l'été, il y a comme un certain relâchement. Mais moi, je pense que c'est des approches qu'on va prendre. Puis avant d'arriver au coercitif, là, on va le faire parce que je tiens à vous dire qu'il y a probablement, puis là, je ne sais pas, je n'ai pas d'études précises, autant d'adultes qui ne portent pas les masques. Il y en a qui s'en vont même offrir dans les magasins puis qui refusent de le porter. On m'a rapporté ça, notamment dans un grand entrepôt qui offre des masques, puis certains messieurs ne voulaient pas le porter. Fait que dans le fond, souvent, c'est à moins que ce soit resté des grands adolescents, mais moi, je pense que des fois, les jeunes, on pense que c'est rien qu'eux qui font des parties, puis etc. Peut-être que ça paraît plus, mais moi, on va essayer. On va essayer de les convaincre, puis on verra comme on doit convaincre toute la population, puis toutes les strates. Puis il faut aussi qu'on s'adapte nos messages aux communautés culturelles qui, des fois, ne comprennent pas nos langues. Il y a des gens aussi qui ont des problèmes de santé mentale, qui peuvent ne pas comprendre. Donc, on n'est pas tous égaux dans cette société, mais on va essayer de faire qu'un maximum de personnes. J'aimerais vraiment ça, là, que d'ici quelques semaines, 85-90% des gens qu'on voit dans la rue portent le couvre-visage. Ça me ferait tellement plaisir. Merci. François Carabin. Oui, bonjour, m'entendez-vous bien? Oui. Très bien. C'est comme si vous étiez dans la salle. Ma question s'adresse au Dr Arruda. Vous mentionniez un peu plus tôt, durant la conférence de presse, qu'il y a une montée là, des contacts significatifs par cas au Québec. Donc, j'en conclus que vous avez des chiffres. Est-ce que c'est possible de nous les donner sur les chiffres les plus à jour, non seulement pour le Québec,
mais aussi peut-être pour le Grand Montréal? Écoutez, moi, ce que je peux vous dire de façon macroscopique, là, parce que ça varie d'une région à l'autre, hein, mais disons que je vais vous donner juste un exemple, là, puis c'est à peu près ça, puis vous me corrigerez, Dr. Lelier, si je ne suis pas au courant, ou René qui est dans le fond de la salle, qui pourrait me dire si j'ai bien. Dans les faits, quand on était en période de confinement, on avait à peu près entre 3, 4, 5 contacts par personne. Ça dépendait des cas et des investigations. On a peut-être dit que c'était plus que ça, mais en moyenne au Québec, c'était à peu près ça. C'est ça, là? Nous, c'était moins en Montérégie. Nos OK. chiffres dans les contacts à risque modéré ou élevé, on était plus en bas de 1, puis on est passé à environ 3. OK, ben, c'est ça. Ben, donc, vous, en Montérégie, c'est peut-être. Moi, j'ai eu des endroits où c'est monté, par exemple, de 3, 4 à 6, 7, là, OK, jusqu'à 9. Donc, ça veut dire, là, dans le fond, que chaque cas, quand on fait une enquête, il va dire, ben moi, là, j'étais à moins de 2 mètres pendant que j'étais malade de telle personne. C'est sûr que c'était confiné à la maison. Vous comprenez que les contacts, c'était les personnes avec qui il vivait. Mais s'il est sorti, puis il est allé chez son oncle, sa tante, là, il y a d'autres personnes avec qui, son cousin, qui est en contact, ou etc. Fait que c'est à peu près ça. Donc, ça veut dire, c'est pas là, on n'est pas passé de 3 à 50, mais on sent une tendance, puis c'est normal. Si les gens sont plus déconfinés, il y a plus de probabilité qu'il n'ait pas porté le couvre-visage puis qu'il ait été en contact en bas de 2. Merci. Je me permets une petite relance rapidement. Vous dites que c'est donc monté dans certains secteurs jusqu'à 9. Est-ce que c'est possible de savoir quel secteur? Le Grand Montréal, ça ressemble à quoi? Et aussi, pourquoi ces chiffres-là ne seraient pas rendus publics, par exemple, sur le site de l'INSPQ, comme je crois certaines autorités sanitaires là, le font ailleurs au pays? On le fait, c'est pas une information qu'on collecte à tous les fois. On peut regarder ça, là, je vous avoue, on le fait tout simplement comme un indice pour voir un peu si on avait une tendance à quel était l'effet des déconfinements. Puis là, très honnêtement, de mémoire précise, je ne suis pas capable de vous dire où j'ai vu un 9. C'est dans un rapport que j'ai vu rapidement, mais je pense que c'était effectivement, c'est probablement dans la région métropolitaine parce que la probabilité qu'il y ait plus de contacts puis qu'il y ait des cas est là. Mais ça aurait pu aussi arriver dans une région où il y a eu une éclosion puis il y a eu plus de contacts. Mais je prends votre question en considération. Nous, la moyenne de cas par contact, on ne l'est pas calculée de façon régulière. C'est parce que ça ne nous changerait pas nécessairement notre intervention en termes d'action, mais c'est juste un indice pour voir un peu la tendance. Il faudrait juste être prudent parce que je disais les chiffres de la Montérégie, mais il faut voir que justement, ce n'est pas une information qu'on collige nécessairement de façon automatique et ce portrait-là a été fait, mais je ne suis pas certaine non plus que la qualité des contacts, par exemple, c'est toute la même chose qui a été comparée. Donc, je serais prudente avant de dire qu'en Montérégie, c'était vraiment mieux qu'ailleurs. Peut-être qu'on a juste considéré des contacts qui étaient très à risque élevé par rapport à d'autres. Exactement. C'est pour ça qu'il y a toute une méthodologie par rapport à ça. Puis on pourra voir ce que font d'autres unités sanitaires au Canada, puis on pourra voir si pour nous, c'est important parce qu'à un moment donné, il y a un coût aussi à la collecte d'informations. Hein. Nous, moi, je préfère que les gens soient en train de faire leurs enquêtes sur leur cas et d'intervenir que d'être en train de compiler des statistiques. Mais surtout si la statistique est intéressante à avoir, mais n'est pas essentielle pour une prise de décision. Question de Chai FM. Charles Auger, est-ce que vous m'entendez bien? Yes, we do. Oui, bonjour, excusez-moi. Oui, pas de problème. Avec une deuxième vague qui est éminente quasiment, est-ce qu'on va avoir un confinement plus ciblé cet automne ou est-ce qu'on va vraiment tout refermer comme on a fait ce printemps? Très honnêtement, ça va dépendre de ce qui va se passer, mais je ne pense pas qu'on va revenir à un confinement total parce que, premièrement, ça a des impacts santé et des impacts sociétals très importants, mais aussi des impacts santé. On n'a qu'à passer les impacts qu'il y a eu chez les jeunes, diminution du nombre de déclarations à la DPJ, probablement des enfants qui ont eu plus de violence, des femmes qui ont eu plus de violence, et les effets de distimulation des enfants, des adolescents et des personnes âgées là, qui, au lieu d'avoir des complications de COVID-19, se retrouvent dans des situations de diminution de leurs éléments cognitifs. Mais tout ça, là, si on veut que ça soit un succès, et je sais que je vais radoter, si tout le monde se maintient à 2 mètres les uns des autres, que les gens se lavent les mains,
que les gens portent un masque. C'est comme s'ils étaient confinés. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils peuvent fonctionner en société dans une nouvelle normalité. On n'est plus comme avant, pas de masque un à côté de l'autre, puis tout le monde tassé dans le même bureau. On est dans une nouvelle normalité qui fait qu'on peut maintenir l'activité qu'on avait, mais sans revenir au confinement total. Mais si on se rend compte que des secteurs où il y a des éclosions, où il y a des problèmes, bien là, on va peut-être aller fermer ces secteurs-là, puis on verra. Mais c'est pour ça que je vous dis, le succès dépend de nous tous. Véronique Lemonde. Et deuxième question. Excusez-moi, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, excusez-moi. Si on regarde chez nos voisins américains, le docteur Fauci a souvent dit qu'il y a des allers-retours sur les bienfaits de porter le masque et de ne pas le porter. Ici au Québec, dans certains secteurs, on peut le porter, on le suggère de le porter. Est-ce que c'est possible de plus expliquer à la moyenne des Québécois c'est quoi le raisonnement derrière ici, il faut qu'on porte un masque, ici non, ici oui, puis est-ce que c'est possible de plus clarifier cela? OK, je vais essayer d'être le plus simple et Dr. Lollier pourrait compléter ou dire différemment pour que les gens le comprennent. La chose qui était la plus importante, parce que tu sais, on m'a souvent dit que Dr. Arruda est contre le masque, je n'ai jamais été contre le masque. La chose la plus importante, c'est véritablement le fait que ça se transmet comment le virus? Ça se transmet quand on tousse, quand on parle, quand on éternue, et c'est des gouttelettes qui tombent par terre à l'intérieur de 2 mètres. Et si elles tombent par terre, bien, comme on ne liche pas le sol, quand est-ce qu'on va l'attraper? C'est si on est proche de quelqu'un, que je parle, que je postillonne, j'envoie des gouttelettes, la personne qui est devant moi va les respirer, la personne va les rentrer dans son poumon, peut avoir développé la maladie avec des symptômes ou pas de symptômes, etc. La chose la plus importante, c'est d'être à une distance de 2 mètres. Si je suis à 2 mètres de quelqu'un et je ne porte pas de masque, la probabilité que la gouttelette se rende à 2,5 mètres est toujours présente, mais c'est faible. Donc, on est correct. Ce qui est important, c'est de se laver les mains régulièrement aussi parce qu'on touche. Hein, on peut toucher à... Moi, j'éternue sur la table, je peux toucher à la table, donc mes mains sont contaminées. Je porte mes mains à mon visage, je me contamine. Hygiène des mains. Et l'autre chose, puis de plus en plus d'études, particulièrement quand on le porte bien, okay, si on porte un couvre-visage, ce que ça fait, c'est que si moi j'éternue, les gouttelettes ne vont pas traverser le porte, en tout cas, ou il va y en avoir moins qui vont traverser le couvre-visage et ça protège l'autre personne qui est devant moi. Si elle a fait la même chose, elle me protège moi aussi. Donc, quand on est dans des situations où on va se retrouver à moins de 2 mètres, si on a un couvre-visage, il y a une efficacité qui n'est pas de 100 mais ça va diminuer le risque de transmission entre les personnes si les 2 personnes le portent. Donc, si on veut réduire de façon populationnelle le nombre de cas, si on veut continuer à travailler et puis à être, à se promener un peu, puis naturel, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on garde le 2 mètres tout le temps, mais on sait que garder le 2 mètres tout le temps, c'est quasiment impossible dans les transports en commun, c'est impossible dans les commerces, c'est impossible dans les ascenseurs. C'est pour ça qu'on ajoute le masque. Et ça, ce n'est pas une garantie à 100 mais ça va ajouter à la distanciation, au lavage de mains, puis à porter le masque. Et ça, c'est important et c'est pour ça qu'on le recommande maintenant de le faire parce qu'on sait que c'est très facile et c'est normal d'oublier le 2 mètres. Puis des fois, le 2 mètres, on a la tendance à le rapetisser. C'est comme s'il était passé au lavage puis il avait rétréci. Donc, c'est pour ça qu'on dit de porter le masque. Merci. Madame Lemonde? Oui, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. OK, parfait. Donc, Véronique Lemonde pour le courrier de Saint-Hyacinthe. Ma question est pour le docteur Daulier. Peut-être que le docteur Arruda pourra commenter. À Saint-Hyacinthe, on a l'Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, qui est un des plus gros CHSLD au Québec, avec environ 400 résidents. Puis, on a quand même, donc, on a eu la stratégie d'emmener des personnes qui étaient soit en résidence intermédiaire ou en résidence privée dans le courant du mois d'avril, qui étaient testés COVID, donc qui se sont retrouvés dans une zone chaude de l'Hôtel-Dieu. C'est à partir de là qu'on a eu plusieurs cas, donc il y a eu environ une vingtaine là, de décès à l'Hôtel-Dieu. Est-ce qu'à posteriori, c'est une décision qui était bonne d'emmener des gens de d'autres résidences dans un CHSLD pour les traiter?
Bien, en fait, puis ce que je vous dirais, c'est que le cohortage, donc le fait de mettre des patients infectés dans une même unité, un même établissement, un même étage, c'est une stratégie qu'on privilégie plutôt que de laisser des cas qui sont infectés sur des ailes dans des établissements différents. Donc, cette situation-là, je ne pourrais pas la commenter précisément, mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est qu'effectivement, le cohortage des cas pour que le personnel qui travaille dans ces zones-là qu'on qualifie de chaudes soit dédié à des zones chaudes et que le personnel qui est dédié à des zones froides le soit à des zones froides, ce qui est difficile si on a des cas qui sont dispersés dans des unités, bien, c'est une stratégie qui est reconnue. OK. Donc, vous ne pouvez pas dire que dans une, supposons qu'il y aurait une deuxième vague, est-ce que c'est encore une stratégie qui pourrait être utilisée? Je ne peux pas vous parler de cet établissement-là si vraiment les gens seraient amenés dans cet établissement-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à ma connaissance, la stratégie, justement, de faire des zones froides, des zones tièdes et des zones chaudes où on met les personnes qui sont atteintes ensemble, ben, c'est une stratégie qui va demeurer recommandée. OK. Merci beaucoup. Merci. Chris Curtis? Oui, bonjour. Ça va sembler assez spécifique comme question, mais ce serait pour la docteure de la Montérégie. Vous avez dit que les infections transmises sexuellement ont augmenté durant le confinement. Qu'est-ce que ça nous indique? Je veux dire, qu'est-ce que ça nous indique comme quoi que le monde peut-être ne suit pas toutes les consignes de santé publique? En fait, c'est surtout depuis le déconfinement qu'on a revu une hausse de nos déclarations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines des infections transmissibles sexuellement qui sont déclarées à la santé publique et pour lesquelles on va faire des enquêtes de santé publique. Et effectivement, depuis le déconfinement, on a vu une recrudescence de cette déclaration-là. Là, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que les gens se sont fait moins tester pendant la pandémie? C'est possible que le nombre de... Les gens aillent plus se faire tester en post-pandémie, mais c'est pas impossible aussi que le déconfinement ait occasionné certains contacts qui sont pas toujours à 2 mètres. Donc, on peut penser effectivement que le déconfinement est une des sources de hausse de ces infections transmissibles. Est-ce qu'on a une indication de l'âge du monde qui vont se faire tester ou des nombres, ou des chiffres, ou des pourcentages, ou j'en demande trop en ce moment? J'ai pas ça sous la main, je suis vraiment désolée. En fait, le son de cloche que j'ai de mes équipes, on se concentre beaucoup sur le nombre de cas et les données autour de la COVID, mais c'est des données qu'on a, effectivement. Les maladies à déclaration obligatoire, on les collige, on tient un registre, mais je n'ai pas ça sous la main, malheureusement. Merci. Une question par téléphone. Je pense que la personne peut juste parler. Les derniers chiffres, c'est 5604. Je n'ai pas votre nom. Yes, thank you. This is Gloria Enriquez with Global News. I have a question for Dr. Arruda. You mentioned that there's a rise in cases of COVID-19 in youth. I just was wondering if you could give us some more details on that regarding the numbers and the areas where you're seeing this and what are the risks. Okay, it's the numbers. I'm sorry, the numbers of cases are rising actually in Quebec. Is that your question? Yeah, in youth. Okay, no, in fact, the cases are not, I think there is cases in youth. It is what has been reported by Dr. Lollier, actually. But the rise is not abnormal. It's related to the fact that the virus is still circulating. And as the youth have not been too much exposed to the virus, there is some cases. And they always have been, we have been focusing a lot on elderly people because they are dying from the disease. But we had cases on, I would say, on people between 30 and 39. Hopefully, most of them are not going to hospital or are not even having intensive care, which is a good news. But it's normal that we see those cases in youth, actually. Perhaps Dr. Lollier can add something on this. In fact, what we observed is the lowering of the average age of our cases.
which is expected, as Dr. Arruda said. Merci. Nous aurions une dernière question de Tristan Péloquin, sa deuxième question, et ça terminerait le point de presse comme ça. Monsieur Péloquin, êtes-vous toujours là? Ça ne fonctionne pas. Je peux lire sa question. Il dit « J'aurais aimé poser une question additionnelle. On a constaté que beaucoup de jeunes n'appliquent pas les mesures de prévention, 2 mètres, port du couvre-visage. Aurait-il lieu de changer de stratégie d'approche pour renforcer les mesures auprès de cette catégorie de personnes? Devrait-on augmenter la surveillance et les interventions dans les parcs, par exemple pour s'assurer que les 2 mètres sont respectés? » On a répondu à la question tantôt. Oui, Le monsieur nous a posé la question. D'accord. Bien, je vous remercie tout le monde. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bon été. Puis n'oubliez pas votre couvre-visage. Merci.